Bonjour à tous, voici les titres du 13h15 de la télévision du Burkina. Le lieutenant-colonel Isaac Zida va passer ce soir la charge de l'État à Michel Kafando. Pour la suite de la transition, les organisations de la société civile expriment leur divergence sur le mode de désignation de leurs représentants, alors que la date butoir de transmission de leur liste était pour ce 21 novembre à 12h. Et puis, l'USAID renouvelle son appui au Burkina Faso. En plus du coton, l'institution américaine va soutenir les producteurs sur 4 ans en prenant en compte l'aspect genre. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mi-journée pour l'actualité. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. C'est ce 21 novembre que la passation de témoins entre le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando aura lieu. La cérémonie, vous le savez, aura lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000 à 17h. À quelques heures de cet événement historique, les membres du comité d'organisation sont à pied d'œuvre pour que la salle soit fin prête avant l'arrivée des invités d'ici et d'ailleurs. Nos reporters Éléonore Yerbanga et Paul-David Bambara ont pu constater ce qu'ils faisaient il y a quelques heures. À Bobo-Dioulasso, les organisations de la société civile ont exprimé leur désaccord sur le mode de désignation de leurs représentants au Conseil national de la transition. Les OSC régionales se sentent marginalisées et elles l'ont exprimé au cours d'une conférence de presse. Elles proposent par la même occasion une autre méthode de désignation. Kadou Romenki. Frustration au sein des organisations de la société civile OSC. À cette conférence de presse, les représentants des mouvements Yanamar, le Balai citoyen et le collectif anti-référendum désapprouvent la méthode de désignation des 25 représentants des OSC au sein du Conseil national de transition. Une méthode qui, selon eux, ne prend pas en compte l'ensemble des OSC. Franchement, au niveau des OSC, nous pensons qu'il y a un sérieux problème parce que le système de caucus mis en place, pour nous, ne sera pas conforme réellement à ce que la charte dit. Parce que la charte veut une représentation inclusive et qui va prendre en compte pratiquement, parce que c'est une représentation nationale. Donc voilà pourquoi nous estimons que en fait, cela aurait pu se passer d'une autre manière en concertant les différentes régions pour que chaque OST dans sa région puisse quand même trouver les personnes qu'elle pense vraiment représenter valablement pour que chaque région soit réellement représentée. Selon le porte-parole des OSC section Bobo, cette situation serait due à un manque de communication. Il n'y a pas eu de cadre de concertation parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des régions, il y a beaucoup d'OSC qui sont locales. Donc qui n'ont pas de représentation sur le plan national, donc qui n'ont pas même su comment les choses se passaient. Même cette histoire de caucus, vous partez dans beaucoup de régions, vous parlez de ça aux représentants des OSC, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, je crois qu'il aurait fallu d'abord un cadre de concertation entre la coordination nationale des OSC et les coordinations régionales et les différents OSC qui est au niveau local, pour quand même expliquer comment les choses allaient se passer avant d'entamer le processus de désignation de ces représentants-là. Toujours, selon les dires du porte-parole des OSC, section sur 100 mouvements de jeunesse, seulement environ 10 ont une coordination nationale. Ces mouvements, quoique régionaux, ont joué un rôle très important dans le renversement du régime Blaise Compaoré. Et selon lui, il serait juste et bon que ces mouvements participent à la désignation de ceux qui les représenteront au sein du Conseil national de transition. À Ouagadougou également, les organisations de la société accordent difficilement leur violon. Draman Guinée était à leur conférence de presse. Il s'attelle à vous proposer un élément, un extrait du moins, au cours de ce reportage en attendant de revenir plus en détail sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Le projet C4 de l'USAID prendra désormais en compte les productions autres que le coton. Son nouveau programme touche 3 autres pays en plus du Burkina. Il va s'exécuter sur 4 ans avec l'ambition d'augmenter les revenus des producteurs. Les femmes ne seront pas oubliées. Estelle Judith Assogba.
Les sociétés cotonnières et les égreneuses des pays du C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ont bénéficié de 2006 à l'année dernière d'un appui du programme de renforcement du secteur coton en Afrique de l'Ouest, WACIP. Un programme financé par l'USAID qui avait permis à ces pays d'améliorer la productivité de leur secteur cotonnier. Aujourd'hui, il s'agit d'aller au-delà de ces résultats et d'assurer la sécurité alimentaire des ménages. Le projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4 qui vient d'être lancé va axer ses activités sur ce volet. Avec ce programme, nous allons continuer de prendre comme priorité l'augmentation de la productivité agricole, mais aussi comme nous ne voulons pas avoir un programme qui est là pour toujours, ce qui est impossible. Donc il est forcément nécessaire de développer un partenariat stratégique avec les sociétés cotonnières, avec les institutions nationales et régionales, pour qu'au-delà, à la fin du programme, ces structures peuvent continuer de servir les communautés. Ce nouveau programme prend en compte le coton, les cultures de rotation et les légumineuses. Son objectif est d'augmenter les revenus des producteurs et surtout des productrices des exploitations cotonnières et transformateurs de coton dans les zones ciblées du C4. Nous voulons, cette fois-ci, avec le programme C4 CP, mettre l'accent sur les aspects de genre pour que le rôle de la femme soit beaucoup plus considéré avec des activités économiques, avec des activités de renforcement des capacités, mais aussi avec des activités de sensibilisation pour que les femmes puissent probablement avoir accès à la terre, avoir beaucoup plus accès dans les institutions et aussi les services financiers. Le programme va s'exécuter sur 4 ans. Le gouvernement américain et coordonnateur du projet fonde l'espoir de voir accroître la sécurité alimentaire dans les zones ciblées des pays du C4. La pratique de l'excision à la peau dure dans certaines localités du Burkina. Pour son éradication, le secrétariat permanent de lutte contre cette pratique veut remettre au goût du jour le dialogue avec les communautés et l'éducation des populations. Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a reçu le soutien de l'ambassade royale du Danemark pour organiser une rencontre à Dori. Bernard Diassou. L'objectif général de cette rencontre, contribuer à la réduction de la pratique transfrontalière de l'excision entre le Burkina Faso et le Niger. Pour la secrétaire permanente du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision est ce fléau qui porte atteinte aux droits élémentaires des femmes et des filles, dont celui de jouir de leur intégrité physique. Aussi a-t-elle dévoilé l'une des stratégies de sa structure pour mettre fin à la pratique. C'est de lutter au niveau des frontières. Parce que vous savez que la région du Sahel est frontalière avec le Mali et le Niger. Et dans ces pays, soit il n'y a pas de loi ou la loi n'est pas appliquée. Donc les populations n'hésitent pas à franchir cette frontière-là pour aller faire exciser leurs filles. Donc nous nous sommes dit qu'il serait bon de mettre en place un cadre de concertation au niveau régional pour permettre aux acteurs régionaux qui sont sur place de lutter, d'être des acteurs terrain pour lutter contre cette pratique transfrontalière. Au-delà de cette vision, il s'est agi de renforcer la coopération entre ces différents acteurs, mais aussi de recenser les différents acquis et les difficultés rencontrées par rapport à la lutte contre la pratique de l'excision. Les hommes sont en partie responsables de la persistance de ce fléau. Parce que si chaque homme prend la décision que sa fille ne serait pas excisée, vous verrez que ce fléau va s'arrêter. Pour mémoire, le taux de prévalence nationale de l'excision est de 49,55% pour la tranche d'âge de 0 à 60 ans et plus. Raison de plus pour la première responsable du SPCNLPE de lancer un appel à toutes les composantes de la société pour une mobilisation conséquente et une synergie d'action. Seule condition pour l'atteinte de la tolérance zéro. Les enfants souffrant d'un handicap rencontrent des difficultés à l'école. C'est un fait qu'on ne peut pas nier au Burkina Faso et pourtant des textes existent. Leur mise en œuvre devrait faciliter les choses pour toutes les personnes vivant avec un handicap et c'est ce que veulent les initiateurs du plaidoyer de Wayuguia, Herman Toui.
Cet atelier de plaidoyer vise à impliquer davantage les acteurs non étatiques de la région du Nord dans l'atteinte de l'inclusion effective des enfants handicapés physiques en milieu scolaire. Une inclusion qui va permettre d'assurer l'égalité des chances aux personnes handicapées ainsi que l'effectivité de leurs droits. C'est un accompagnement que ce ministère entend faire au ministère en charge de l'Éducation nationale pour que tout enfant, quel qu'il soit, qu'il vive avec un handicap, quel que soit le handicap, qu'il puisse avoir donc toutes les communautés nécessaires pour en tout cas suivre l'éducation, qu'il n'y ait pas une marginalisation. Des communications sur le cadre juridique, l'état de mise en œuvre du droit à l'éducation des enfants handicapés et le rôle des acteurs non étatiques ont été présentés aux participants. Chaque année, chaque jour, on parle de ça, mais vraiment, pas tout le monde qui a accès à gagner des droits. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ce qu'ils nous forment là, ça va être fait? Pour atteindre ces objectifs-là, comme vous vous en doutez, c'est commencer par la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons invité un certain nombre d'acteurs, les leaders d'opinion, les acteurs de l'éducation, les OST même, que ces personnes vivant avec un handicap-là animent, et bien d'autres acteurs techniques pour quand même baliser les terrains pour une inclusion effective de ces enfants. Le recensement général de la population et de l'habitat de 2006 indique que la région du Nord regorge le plus grand taux de personnes handicapées, soit 11%. Pour une meilleure atteinte de l'effectivité des droits des personnes handicapées physiques au Burkina Faso, la conjugaison des efforts de tous les acteurs est nécessaire. Un second atelier est prévu se tenir les jours à venir dans la région du centre-ouest. L'école militaire technique de Ouagadougou a ouvert ses portes aux fonctionnaires des administrations de la police nationale et de la garde de sécurité pénitentiaire. Pour cette première, 14 stagiaires ont pris part à la formation qui doit leur permettre de mieux assurer la maintenance de leurs armes et la gestion de leur matériel. Yolande Lompo. Ils sont pour la plupart assistants de police ou de garde de sécurité pénitentiaire. Au nombre de 14, ces stagiaires de la première promotion paramilitaire en gestion des matériels et des approvisionnements et en armement petit calibre ont donné le meilleur d'eux pendant 6 semaines, et ce malgré les difficultés. Il y a le volume horaire qu'on a estimé insuffisant. Donc on a suggéré que voilà, les promotions à venir, qu'on puisse augmenter cela. Nous, on était à l'externat. On a souhaité que à l'avenir, on puisse héberger les stagiaires et en plus, on a parlé de la confection de tenues, voilà, et une visite d'études, voilà, sur les terrains. Selon leurs parrains, au-delà des connaissances acquises, ces stages constituent une cohésion entre les différentes forces de sécurité et de défense. Dans les institutions aussi bien paramilitaires que militaires, les armes sont des objets sensibles, d'où effectivement des précautions particulières quant à leur conservation, ce que nous appelons en langage militaire approvisionnement, et également quant à leur utilisation. Voilà pourquoi nous avons conçu ce module-là au profit des paramilitaires. Donc c'est des gens, en fait, c'est du perfectionnement que nous faisons à leur profit, si bien qu'effectivement nous sommes très satisfaits de cette formation. En tout cas, ils ont révélé de moins de grandes connaissances quant aux approvisionnements et également à l'utilisation des armes de petit calibre. L'EMTO ambitionne de devenir un centre d'excellence régional. Et dès l'année prochaine, ces stages devraient être ouverts à d'autres corps paramilitaires et à des partenaires comme l'ONEA. Je vous le disais au début de ce journal, les OSC ne s'accordent pas à Ouagadougou également sur les noms de leurs représentants au Conseil national de la transition. En attendant de revenir plus en détail sur leur conférence de presse, Safiatou Lopez Zongo s'exprime au micro de Draman Guéné. Hervé Ouattara, qui est là avec nous, il m'a donné son aval, vous l'avez vu au dehors, il n'a même pas signé le PV. Il y a Issaka Traoré, lui aussi qui m'a donné son aval, secrétaire à la communication. Nous sommes 5 dans la coordination. Donc nous 4, de façon unanime, nous disons que, en tout cas d'autres même ont dit qu'il faudrait qu'on dise qu'on ne veut plus le procès Ibiga, parce que c'est lui qui nous a créé tous ces problèmes-là. Mais moi je n'irai pas jusqu'à dire cela, c'est à lui de décider. Merci.
parce qu'il est de connivence avec le procès Louada, avec Hervé et Guy Hervé Cam. Pour, moi je ne sais pas, des gens qui disent qu'ils ne veulent pas de poste, qui sont candidats et qui sont au présidium. Même les points focaux que nous avons désignés n'ont même pas eu accès aux documents. Ce matin, on voit les gens de Balai Citoyen qui tiennent les documents là, et puis qui sont devant qu'on n'a qu'à rentrer voter. Je dis, moi je ne vote pas. Parce que quand nous avons tous compris cela, je crois qu'au niveau du CAR, il y a quelqu'un, je crois qu'il y a le nom de quelqu'un, en tout cas d'une personne qu'ils ont enlevé, ils ont soustrait même. En tout cas, je pense que lui-même, M21, n'est pas représenté. Lui-même, on a soustrait son nom. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas signé le PV. Donc, ce PV n'est pas signé, n'est pas valable. Nous, ce que nous reconnaissons, c'est les votes qui ont été faits depuis. Et ça a été fait, et les gens ont été désignés, les points focaux ont été désignés lors d'une assemblée générale. Donc je ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc même s'il prend la liberté, il peut le faire, hein, parce que moi je sais qu'il est capable de tout maintenant. Voilà. Il peut le faire. Mais s'il le fait, en tout cas, il est seul responsable. Nous ne sommes pas. Nous reviendrons plus en détail sur cette conférence de presse dans l'édition de 20h. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition. Selon les sources de la prévention routière en France, 170 enfants perdent la vie chaque année en tant que passagers d'une voiture, le plus souvent non loin de chez eux, soit parce qu'ils n'étaient pas attachés ou parce qu'ils étaient mal attachés. Selon les spécialistes, lors d'un choc entre deux véhicules, si vous roulez à 50 km à l'heure, votre enfant de 30 kg par exemple se transforme en un projectile d'1 tonne. Et s'il n'est pas attaché, s'il est sur le siège avant, il n'y a pas de doute, il sera éjecté ou bien il va s'écraser sur le pare-brise. Ce sont des chiffres et des statistiques qui peuvent vous faire comprendre pourquoi les enfants doivent toujours être assis à l'arrière des véhicules. C'est tout pour ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous.